Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Bonsoir, nous sommes en 1956. À quoi voyons-nous ça? Eh bien au décor. Le décor, il faut bien le dire, n'est pas arrivé encore au degré de perfection qu'il atteindra 15 ou 16 ans plus tard. La télévision tâtonne un peu. C'est ainsi que le présentateur du journal est obligé de se contenter d'une modeste table de cuisine et d'un siège bancal et qui grince. À propos de siège bancal, on vote en France en 1956. Mais je crois qu'avant d'intéresser l'opinion publique à nos petits problèmes personnels, il serait bon par courtoisie de jeter d'abord un coup d'œil sur ce qui se passe ailleurs. Je ne sais pas si c'est un compliment pour la télévision, mais je suis sûr qu'en ce qui vous concerne, c'est un compliment. Oh non, vous êtes trop gentil, c'est un compliment pour la télévision. J'ai même honte de penser qu'on va voir quelque chose qui a été fait il y a 16 ans avec 3 caméras. Vous me direz que c'est par notre ami Craven, une émission de 3h30. Non, ce que de changement, c'est vrai. Oui. Pour le bonheur des téléspectateurs. Ah, je ne suis pas sûr, parce qu'à l'époque, il faut bien avouer quand même que tout se faisait d'une façon moins officielle, moins cérémonieuse, moins dramatique. Ah, c'était spontané et jaillissant. Oui. C'est tout ce qu'on peut dire. Je peux dire également que ça a changé sur un plan, c'est que votre émission ne coûtait presque rien au budget de la télévision à l'époque. Mais parce qu'à ce moment-là, je l'ai dit souvent, l'argent, ça n'existait pas, la télévision. C'est vrai, je peux le dire, 36 chandelles qui a commencé en 52, c'est-à-dire que l'émission que vous allez voir, qui est de 56, il y avait déjà 4 ans qu'on faisait ça, le budget était de, je crois, 10 000 francs d'aujourd'hui, c'est-à-dire 1 million à se partager. Pour combien de temps? Pour 3h30 d'émission. Mais jamais les artistes ne disaient combien je vais gagner. Voilà, monsieur Robert, qui était le directeur des variétés, Emmanuel Robert, me disait, écoutez, Jean, il disait à Leclerc aussi, qui faisait le budget, faut pas que ça dépasse 1 million, ancien. Alors on s'arrangeait avec les amis. Les chevaliers, vous allez voir, n'avaient rien. Fernand Reynaud, je lui disais, il reste 3 000 francs. Oh, mais ça va très bien. C'était un autre monde. 3 000 francs anciens. Anciens, bah, évidemment. Ah, d'ailleurs, on peut dire avec Jean Nouin que ne pas dépasser le budget, c'est une chose qu'il admet parfaitement. Oui. Le seul problème serait plutôt de ne pas dépasser le minutage. C'est ça. Ça, j'ai toujours dépassé le minutage. Mais à ce moment-là, les techniciens qui étaient des amis, combien je rencontre souvent des techniciens qui disent « Oh, monsieur Noah, c'était terrible, ça durait jusqu'à minuit et quart, et jamais personne ne râlait, comme on dit. » Mais il faut dire, monsieur Noah, aussi que les choses ont changé parce qu'il y a de la publicité maintenant. Et la publicité, il y a la notion d'argent. 30 secondes, ça vaut je sais pas combien de millions. Alors vous qui dépassiez d'1 heure, vous vous rendez compte? Non, mais écoutez, ça va tout a changé, et c'est avec beaucoup d'émotion, peut-être des vieux téléspectateurs aussi, que nous allons revoir ce qui se faisait il y a 16 ans. Car l'émission que vous allez voir, c'est un petit bout de l'émission qui a été faite le 31 janvier 1956. Pourquoi on a pris cette date-là? Parce que c'est le moment où on a commencé à voir les magnétoscopes, ou les kinéscopes. Les autres émissions, les premières, on ne peut pas les garder, il n'y avait pas de moyen d'enregistrement. Alors, on n'a pas pu voir les premières. Mais maintenant, il y avait le kinéscope. Alors, vous allez voir une émission qui a été arrangée maintenant par notre ami Gabriel Aloisi, car je vous dis, Craven avait fait une émission de 3h30, de 8h30 à minuit. C'est-à-dire, on va voir 1h15 de quelque chose qui, à l'époque, durait encore 1h30 de plus. Monsieur Noël, j'ai vu une caméra qui s'allumait, c'est celle qui me regarde, et on a vu la tête de Decaune cherchant à placer un mot pendant que Noël parle. Ça n'a pas changé depuis. Oh, heureusement que ça n'a pas changé, parce que vous meniez tout cela et vous continuez à mener tous les spectacles que vous animez avec un entrain, un dynamisme. Oh, vous êtes trop gentil. Mais vous êtes mon aîné, c'est une console. Ah, oui. Vous êtes entré à la télé avant moi. Ah, oui. Quel petit garçon vous étiez. Vous êtes aussi un pionnier. C'est exact. Ça fait un drôle d'effet. Le premier journal, c'était en fin 1948, début 1949. Et lorsque vous êtes entré en 52, on se disait qui c'est le petit nouveau qui vient nous faire de la télévision sur nos antennes. Mais vous savez que moi, j'avais pas demandé à entrer à la télévision. Je faisais de la radio. Alors là, j'étais pionnier à la radio depuis 1926 ou 27. Et comment ça s'est passé? Qui vous c'est le directeur. Vous vous rappelez, monsieur Vladimir Porcher, qui était un charmant directeur de la radio. Qui est toujours un homme
homme charmant. C'était formidable. Et il m'a dit un jour, dites donc, au lieu de faire de la radio, vous allez faire de la télé. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on n'y connaissait rien, Leclerc et moi, et mon fils Dominique. On a fait vraiment notre apprentissage sous les yeux des téléspectateurs. Et je peux vous dire une histoire extraordinaire qui m'est arrivée dans ma vie, qui me touche encore quand j'y pense. Vous savez que nous étions absolument innocents. Vous ne savez pas du tout comment faire la télévision. Nous avons appris notre métier sous les yeux des téléspectateurs et sous les yeux des critiques. Et après les premières 36 chandelles, il y a eu un jour, celui qui est devenu un ami que j'admire beaucoup comme vous, c'est Michel Droit, qui était critique au Monde, qui a fait un article épouvantable en disant c'est affreux, on n'a pas le droit de faire des choses pareilles. Bon, un article affreux. Et puis, 4 mois après, j'ai eu une joie extraordinaire. J'ai reçu une lettre de Michel Droit, je crois que ça n'arrive jamais pour les critiques, qui m'a écrit: Monsieur, j'ai vu votre dernière émission, eh bien, je me suis trompé. Vous savez très bien faire de la télévision maintenant. Vous savez, ça m'a tellement ému qu'un critique revienne sur ce qu'il avait pensé au début, que quand je vois Droit, toujours je lui dis, vous savez, vous m'avez fait un des plus grands plaisirs de ma vie. Alors ça, je crois que c'est un exemple exceptionnel. Je crois que de nos jours, jamais aucun critique ne reviendrait aussi spontanément sur une opinion. Quand ils ont une opinion, elle est arrêtée, puis elle ne bouge plus, puis c'est fini. En tout cas, Jean-Noël, nous nous faisons une grande joie de vous retrouver. En revoyant 36 chandelles, il y aura 2 sortes de réactions. Peut-être nos téléspectateurs regretteront de ne pas avoir eu la télévision en 1952-1956, et peut-être aussi rêveront-ils d'une télévision qui ressemblera un peu par sa spontanéité, disons son humour, à ce que devrait être, me semble-t-il, la télévision. Éducative et distrayante. Maintenant, je peux faire un vœu. Cette émission que nous faisons maintenant, en juillet 72, qu'on puisse la revoir dans 16 ans. Et on se dira, on était jeunes à ce moment-là. C'est l'impression que vous allez peut-être avoir tout à l'heure en voyant ces premiers balbutiements de 36 chandelles de 56. 9 décembre 1957. Le principal objectif de 36 chandelles était bien entendu de faire oublier pendant 2 heures aux téléspectateurs leurs soucis quotidiens avec du rire et, si possible, avec des surprises. Désirez, monsieur? Excusez-moi, monsieur, pardon? Non, une petite seconde. Oui, je voudrais dire un mot. C'est vous là. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben, je le mets autour de moi. Voilà, alors c'est ridicule, voyez-vous. Parce qu'il a acheté, je demande une petite seconde. Il est parti. Alors, écoutez, il a acheté un foulard comique, voyez-vous, il ne fait pas rire avec. Alors, si vous aviez lu la notice, vous verriez ce qu'il y a marqué. Si vous voulez faire rire en société, dans les petites comités, les petites réunions de famille, et pas en arbre, vous prenez le foulard comme ça et vous le jetez par terre, comme ça, là, comme ça. Oh, mais comme c'est rigolo, voyez-vous, les gens, ils rient parce que c'est drôle. Mais alors, si vous faites n'importe quoi avec, si vous faites ça, évidemment, c'est pas drôle, voyez-vous. C'est grotesque, les gens ne peuvent pas rire. Montez-vous, c'est pas drôle comme ça, voyez-vous. Ça, alors, est-ce que si vous aviez lu la notice, il y a marqué dessus, si vous voulez faire rire, dans les petits comités, petites réunions, faites de famille, pas faisable. Et vous prenez les foulards comme ça et vous le jetez par terre. Oh, comme c'est cocasse, voyez-vous, et les gens, ils rient, parce qu'il est... Et il rit tant qu'il est par terre. Et aussi, j'enlève, hop, il rit plus. Je le remets, oh, voyez-vous. Et je l'enlève, il rit plus. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais si vous leur voulez, ce foulard, si vous leur voulez comme ça, eh bien, je vous en prie. Quel est ce tour de révolte qui court? Alors, si vous faites ça comme ça, voyez-vous, c'est désolé. Les gens, ils ont le sentiment ils se croient bernés, comprenez-vous, comme on dit en Suisse. Mais alors, là, c'est... Je viens de dire, ils se croient bernés, comme on dit en Suisse. Pardon. Alors, ce que je veux dire, c'est pas drôle. Parce que si vous voulez, comme c'est la notice, si vous voulez faire rire en société, dans les petits comités, petites réunions, fêtes de famille, petits pas comme ça, oh, mais comme c'est drôle, il rit avant déjà, le fait, voyez-vous. Il rit avant. Allez-y, essayez voir. Non, moi, ça marche pas. Ah, parce que vous le faites mal, là, vous le faites mal. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est rien, ça veut rien dire, ça. Comment? C'est pas comme ça, c'est rien, ça, c'est comme ça qu'on fait. Là, oh, la différence. Ah, ça, si. Ça, c'est... Vous avez un truc? Non. Mais en tout cas, si vous faites pas... Oh, attention, ça c'est pas drôle, ça, voyez-vous. Ça c'est pas drôle du tout, ça. À moins de faire ça comme ça, alors, ça peut être. Oui, essayez voir.
Écoutez, je sais pas si vous vous foutez de ma gueule, les femmes, alors ça c'est n'importe quoi. Ça, Mais c'est- non, Ah non, alors si vous faites ça comme ça, autant faire ça. Ah mais oui. Non, écoutez, je vais vous montrer un truc pour faire rire. Je vais vous montrer un truc pour faire rire. Pour faire rire. Si vous, alors, écoutez bien. Ce foulard-là, je vais le jeter par terre. Je vais regarder le foulard. Au moment. Oh là là, non, mon pied. Qu'est-ce que ça va te faire? Votre Au moment. pied. Et alors? Il est sur le mien. Et alors? Là, je on va souffre, pas- j'ai un corps. Oui, mais ça fait rire, c'est le principal. Non, non, je vous en prie, c'est pas... Dès que je l'enlève, il rit plus, les gens. Oui, mais Dès que ça va je le bien. relève, donc vous avez le corps comique. Ah, Vous avez le corps comique, c'est ce qu'il y a de sûr. Bah écoutez, vous voyez là, il rit pas, là. j'ai pas de corps. Et voilà, et là vous avez un corps, hop. Allez-vous? Ah, écoutez bien, alors ça je veux dire. Alors au moment où je vais envoyer le foulard par terre, je vais le foulard, voilà. Et vous, au moment, je vous dis, vous allez, mais le temps de bondir dessus, vous allez. J'ose espérer que ce baiser était un baiser d'adolescent. Non, non, Ah, monsieur, vous d'adolescent, je vous dis, diable. La chair est faible, mais tout de même. Alors, au moment où je vous dis, au moment où je vais le voir, alors le temps, regarde, vous avez, mais dans le temps, pause, ça va beaucoup mieux, vous. Ça va beaucoup mieux. Ça va chez vous, votre femme va bien? Ça va, je vous les remercie. gosses, ça va, ça pousse, oui. si vous savez que je m'en fous, on pourra mais alors, voilà. Au moment où je la vois, vous avez beau, et le temps, alors c'est juste, ça va. Enfin, juste avant, voyez-vous, c'était un jeu dangereux, ça, je vous l'avais dit. C'était un jeu dangereux, ça. Qui croyait pris mal les freins, ça. Petit cochon, va. Alors, qu'est-ce que je fais, là? Allez, venez, là, pendant que c'est chaud. Allez, hop là, allez, venez. Tous les acteurs, tous les grands actrices de Paris, pour nos aînés, pour nos camarades de Pont-aux-Dames, ont fait une fête dont vous avez entendu parler dans les journaux, qui a eu, je dois dire, un magnifique succès. Et tous se sont ingéniés à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire ce soir-là. L'un des numéros qui a le plus amusé nos spectateurs, c'était entre minuit et 2 heures du matin, est un numéro qui a été présenté par Eddie Constantine. Il a eu la gentillesse de revenir donner spécialement ce soir pour nos téléspectateurs et pour nos amis du cinéma Moulineau cette présentation. Eddie, merci. Je vais vous demander l'ordre d'aller, vous avez, ici nous sommes ici les Moulineaux, alors ça vous prend le micro habituel, le voici, merci. Voilà. Je suis un peu embêté parce que M. Noin nous a demandé de chanter L'homme et l'enfant, Tania et moi, mais vous savez qu'elle a grandi et elle est grande maintenant et puis je suis embêté de chanter avec elle, puis sa voix a mué. Alors ce soir, pour la première fois devant la télévision, j'ai amené mon fils et il va le chanter avec moi. On va voir ce que ça donne. Voici l'homme et l'enfant. Dis, monsieur, bon monsieur, pourquoi la...
petit oiseau, ce petit oiseau. Mon enfant, c'est vrai, la terre est ronde. Et longtemps, j'ai cherché l'oiseau bleu dans le monde. Tous les jours, je suis là. Et enfin, mon enfant. 'Oiseau bleu, c'est l'amour, « 28 avril 1958. Car ses antennes chez Dupont, Le piano de 36 chandelles est à l'honneur. Les compositeurs des plus grands succès de la chanson d'après-guerre viennent interpréter eux-mêmes leurs œuvres. Pour commencer, 1948, Henri Betty. C'est si bon de partir n'importe où avec mon petit pitou en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits riens du tout, mais qui en disent long en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. Oh, c'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. Oh, c'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million belge. Tellement, tellement c'est bon. Tellement, tellement c'est bon. Tellement, tellement c'est bon. Un an après, il y a eu une chanson qui a été sur toutes les lèvres, une chanson intitulée « La vie en rose ». Vous vous rappelez, messieurs, de l'orchestre de la patrie ? En 1950, c'était Boléro de Paul Morand.
51, tâchez de vous rappeler, 51, vraiment une des plus belles chansons qu'on ait eues après la Libération. Oui, c'est une chanson de Cosma, Les Feuilles Mortes. Nous avons la joie d'avoir l'auteur des Feuilles Mortes. En 1952, c'est Ferrari qui nous a donné un des grands succès de l'année. Ferrari qui, lui, prend non pas le piano, mais son accordéon, et qui vient évoquer sa célèbre chanson « Domino », qui a été un des grands best-sellers en 52. Puis, nous voici en 53, et en 53, c'est l'auteur à qui nous devons tant de chansons charmantes, tant de succès. Oui, c'est Paul Misraki qui nous a écrit une des chansons les plus aimées de l'année, « Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime », qui a été la grande chanson de 53.
permettez, en 1954, c'est Moulin Rouge que notre ami Georges Dervaux et ses camarades vont jouer devant l'auteur, M. Georges Régis. Mai 1958, dans cette émission consacrée à la campagne de la propreté, on ne pouvait pas oublier bien sûr la blanchisseuse la plus célèbre du répertoire, Madame Sans-Gêne. Enfin, es-tu duchesse, oui ou non? Mais tonnerre de Dieu! Tu ne peux pas prendre le langage de la cour? Ah ben après toi, s'il en reste. Oh, dis donc. Ah, moi je suis soldat. Et un soldat qui ne chante pas n'est pas un soldat. Avec ça que l'empereur s'en privait tout à l'heure, tiens. Et de flanquer des grands coups de botte dans les tisons. Bon, enfin, quoi qu'il t'a dit, allez. Il m'a dit, votre femme est une malle embouchée. C'est un vrai scandale. Ça ne peut pas durer comme ça. On fait des gorges chaudes. Voilà ce que c'est, que de se marier sergent, quand on a le bâton de maréchal dans sa giberne. Heureusement que le remède est là. Le divorce. Hein? Il va sans dire que nous ferons Madame Lefebvre une situation parfaite. Elle conservera votre terre de Combeau, avec une dotation magnifique. Allez en parler avec elle dès maintenant. Et que tout soit fini dans 15 jours. Ah? Il t'a dit comme ça? Comme il aurait dit à cheval et en route. Ah? Et quoi que t'as répondu? Et toi? Moi? Oui. S'il t'avait parlé de ce divorce-là, en t'offrant le château, la dotation, etc., qu'est-ce que tu lui aurais dit? Ce que j'y aurais dit? J'aurais dit, votre château et votre argent, j'en veux pas. J'ai mon Lefebvre et je le garde. C'est pas quand on a aimé un homme dans la gêne, qu'on a peiné et trimé avec lui des années, risqué sa vie à ses côtés, pleurer de sa première blessure et chanter de sa première victoire, qu'on se déchire et qu'on s'arrache de lui comme ça. Mais ça nous est arrivé l'un à l'autre, ce passé-là. Ça nous a fait un même cœur, un même sang, une même chair. Oh, vous la couperiez en deux, ben que les morceaux se recolleraient d'eux-mêmes. Voilà ce que je lui aurais dit à l'empereur. Et voilà ce que t'aurais dû lui dire, si t'avais seulement eu un peu de cœur. Eh ben justement, comme j'ai un peu de cœur, c'est ce que je lui ai dit. Oh, méchant homme qui fait peur à sa Catherine. Ah. Pécasse, tu peux croire que j'aurais dit autre chose. Ah, tu lui as dit ça? Oui. Oh, ce que t'as donc bien fait. Et alors, tu es un amour, raconte. Et alors? Alors, pas content le patron, tu penses? Oh, ben je le crois bien. Alors, comme il insistait pour que je te conte la chose, oui. Ma foi, sire, votre majesté voudra m'en dispenser, mais Catherine m'arracherait les yeux. Oh ben ça, j'y pensais. Alors à quoi il a répliqué? Dans ce cas, c'est moi qui lui parlerai à Catherine. Dès ce soir. Et elle ne m'arrachera pas les yeux à moi. Oh ben ça, c'est pas sûr. Et allez, dis-le donc que tu l'aimes ta Sans-Gêne ou je t'étrangle. Dis-le que tu l'aimes comme Lavela avec ses mauvaises manières. Ça pour ça. Et en corset, et en jupon. Même sans. Allez, assez. Et je te pardonne. Oh, je t'en ficherai, moi, les princesses, tiens. Ces scènes que vous voyez, que vous avez vues, que vous allez voir maintenant, ont été mises en scène par la grande comédienne qui a repris le rôle de Madame Sans-Gêne à la mort de Réjeanne. Oui, c'est Madame Béatrice Dussan qui a remis la robe qu'elle portait quand elle jouait à la Comédie Française, le rôle de Madame Sans-Gêne, et c'est Madame Béatrice Dussan qui va vous dire un petit mot maintenant. Madame Dussan, on est ravis de vous accueillir. Chère Madame Dussan, on vous remercie. Je sais que c'est vous qui avez eu la gentillesse de mettre en scène nos camarades qui viennent des variétés. Et je n'ai eu aucun mal. Je n'ai jamais vu des élèves aussi zélés, aussi traqueurs, je dois le dire, aussi fervents, aussi dociles, beaucoup plus dociles que mes enfants du conservatoire. Oui. Beaucoup plus, j'ai eu un très grand plaisir. Si vous voulez bien maintenant, vous allez au milieu de ces véridiques blanchisseuses maintenant. Oui. Avec cette belle robe que vous portiez à la Comédie Française. C'est oui, votre robe authentique. C'est la robe de la reprise. Dans laquelle c'est la robe de la reprise en 1935. Je l'ai repris en 21 avec la troupe de la Porte Saint-Martin à Lyon et en province. La pièce est entrée en 35 à la Comédie Française, où elle a fait une carrière d'au moins 150 représentations. Et j'ai continué, moi encore, à la jouer. J'ai joué pour la dernière fois à Strasbourg en 46. Oui, si Madame Dussan était émue de mettre cette robe qu'elle a si souvent et si bien portée.
Paris et 12 combats. Mannheim, Frimont, Fleurus. Comment vous étiez à Fleurus? Ouais, où ce que j'ai eu un âne tué sous moi. Apac, Lambac, Salvax, Oberdifnusbach. Où nous avions tant de blessés et si peu de linge qu'après ma camisole, toute ma chemise y a passé. Même que ce grand braque d'Augereau m'a cité à l'ordre du jour et embrassé devant tout le régiment. Il a pardieu bien fait. Une citation à l'ordre du jour, mais c'est très bien, ça. C'est très bien. Sans parler d'un coup de baïonnette au gras du bras. Mais une blessure, mais encore mieux. Voilà de vrais états de service, maréchal. À la bonne heure. Ouais, aussi quand je passe au bras de mon Lefebvre et qu'une sentinelle lui présente les armes, j'en prends ma petite part. Eh, c'est pardieu très bien. Mais comment ne m'a-t-il pas parlé de tout ça, Lefebvre? Il aura cru que votre majesté le savait. Pas du tout. Alors, vous avez bien fait de défendre vos glorieux jupons contre les assauts des manteaux de cour. Mais je tenserai leurs altesses comme il convient et le fait ne se reproduira plus. D'ailleurs, nous allons concilier tout cela. Vous garderez vos galons si bien gagnés. Vous resterez la maréchale Lefebvre, duchesse de Dantzig. Seulement, vous éviterez de paraître à la cour. C'était plus jovial à la râpée du temps où j'étais blanchisseuse. Ah, ça, je le savais. Caroline me l'a dit. Et c'est ridicule. Vous avez donc fait tous les métiers. Ça n'en fait jamais que deux. Mais celui-là, il gagne trop, vivandière. Bon, le drapeau anoblit tout. Mais blanchisseuse, où, quand, comment? À Paris, sire. En 91 et 12. Où j'ai lâché la partie, rapport aux mauvaises payes. Oui, les émigrés qui filaient, les soldats qui se faisaient tuer, d'autres qui faisaient fortune et oubliaient de payer leurs notes. Tiens, dans ce palais, croiriez-vous qu'il y a un militaire, qui a fait son chemin, celui-là on peut bien le dire, et qui me doit encore de ce temps-là une 60aine de francs que j'ai jamais osé y réclamer? Je vous le conseille, ce serait d'un bel effet. Tiens, je me suis même autorisé à vous porter sa note. Comment? Vous imaginez que l'empereur va régler vos comptes de blanchisseuse? Quand votre majesté saura le nom. Allons, vous êtes folle, il est minuit, finissons. Plaise à Dieu que tout le monde fasse comme votre débiteur, qui oublie sa dette et votre ancien métier. J'ai de quoi lui rafraîchir la mémoire avec cette lettre, ou ce qui me demande crédit. Sur ma maigre solde, il me faut... Oh là là, ce que c'est mal écrit. Il me faut encore venir en aide à ma mère et à mes sœurs qui vont se réfugier à Marseille. Qu'est-ce que vous dites? Étant forcés de quitter la Corse. Comment la Corse? Buonaparte? La voilà ma mauvaise paye, sire. En effet. Attendez donc. Rue Sainte-Anne? Ouais, au coin de la rue des Orties. Oui, ça je me souviens, mais... Attendez, c'est votre nom que je cherche. Catherine Hupcher. Non, pas celui-là, un autre, un surnom. Ah oui, madame... Hop, attendez. Madame Sangène. Le sire. Eh bien, il vous sied bien. Comment, cette brave fille si gaie? C'était moi, sire. Ma voisine. Je logeais alors rue Royale Saint-Roch. Oui, à l'hôtel des Patriotes hollandais. C'est exact. Tristologie et vilaine date. Un séjour en Corse un peu trop prolongé, on m'avait retiré mon grade, qui me fut rendu d'ailleurs peu de temps après par le roi, mon oncle. Votre oncle? Louis XVI, oui. Marie-Antoinette étant la tante de Marie-Louise. Oui, comme ça, oui. Voyez, voilà de ces choses, tenez, auxquelles on pense pas. Hein. Nous disons donc que Buonaparte vous doit... 3 Napoléons. Écoutez, ma chère, alors ça vraiment, c'est une coïncidence, mais je ne les ai pas sur moi. Qu'à cela ne tienne, sire. Je peux encore vous faire crédit 24 heures. Vous êtes une malicieuse personne, Madame Sangène. Et vous avez une bien jolie oreille. Et un minois tout à fait plaisant. Votre majesté a mis le temps à s'en apercevoir. Ce bras. Où disons-nous qu'est la fameuse blessure? Ici. Vous permettez? Le salaud blessé, toujours. Cherchez pas, sire. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, puisque je paie les dettes du lieutenant. J'en tiens quitte l'empereur.